venue. Aurélie, peut-être je te laisse te présenter. Oui, donc je suis Aurélie Duguet, donc design manager chez Soprasteria, avec 8 ans d'expérience. Donc Christophe Roncalli, je suis aussi design manager chez Soprasteria depuis à peu près 16 ans maintenant. Donc je travaille dans la même équipe qu'Aurélie. On a un studio de design qui est réparti un petit peu partout en France, mais avec une majorité des équipes qui est sur Toulouse. Donc si vous ne comprenez pas l'accent, n'hésitez pas à lever la main, on traduira. Aujourd'hui, on va vous parler de design et d'agilité. Je vais faire un petit peu écho à la conférence qui a été faite tout à l'heure. Un des premiers principes qui a été mis en avant, c'est justement la capacité à construire des produits qui amènent réellement de la valeur. Sauf que le sujet de la valeur, c'est toujours un petit peu abstrait quand même. Qu'est-ce qu'on met concrètement derrière la valeur pour un client, pour un utilisateur? Comment est-ce qu'on va s'assurer qu'on la délivre et la mesurer finalement en tout temps? Et c'est tout ça qu'on va essayer de regarder un petit peu au travers d'une approche de design de produit pour savoir qu'est-ce qu'on veut accomplir dès le départ et s'assurer que petit à petit finalement on progresse vers ce chemin autour de la valeur. Donc on va rentrer un petit peu dans le pragmatique et je te laisse Aurélie démarrer. Donc pour une petite mise en contexte, donc en tant que designer, on a des missions qui sont souvent plus courtes que les projets de réalisation en termes de durée, ce qui nous permet finalement de voir une multitude en fait, de projets pour des clients différents, pour des types de produits différents, et ça nous permet de voir concrètement comment l'agilité est mise en pratique finalement sur les projets et au niveau des produits. Ce qui nous donne voilà, donc une vue assez représentative et il y a des choses qui vont faire écho avec la keynote d'Olivier Mis tout à l'heure, notamment sur le constat qu'on peut faire qui est malheureusement un constat d'échec des projets digitaux qui fait écho du coup à des études qui ont été menées et qu'on peut nous-mêmes observer du coup sur les projets. Et du coup, à votre avis, le taux ou pourcentage de réussite ou d'échec, selon comment on prend le problème, s'élève à combien à un niveau mondial, au niveau des projets digitaux dans leur ensemble? Les projets qui échouent à atteindre les objectifs de départ. Voilà, aujourd'hui, on a combien? Déclaré ou étudié, on va dire. Et par rapport aux objectifs fixés initialement? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc par exemple, je fixe l'objectif là, mais j'atteins là, c'est un échec? Ben voilà, tu avais un objectif quand tu as lancé un produit, tu as investi, et finalement, tu n'as pas réussi à atteindre ton objectif de départ. Je vais avoir des stades intermédiaires, ça compte quand même comme des échecs? Alors, je n'ai pas le détail de l'étude, mais qui échoue vraiment à atteindre l'objectif en tout cas fixé au départ. Si on simplifie un peu. Un tiers. Un tiers qui échoue? Qui arrive? Moi je dirais 90% qui échouent et qui atteignent pas l'objectif initial. Tu dis combien? C'était 90. 90 aussi? 20%. 20% qui réussissent du coup? Moi qui échoue. Qui échouent? Ok. Un tiers, ouais. Allez. Allez, donc on est à peu près sur 70%, alors pour les études les plus optimistes, on serait sur du 50%, donc on va dire à peu près entre les deux, donc entre la moitié et 2 tiers des projets qui échouent à atteindre les objectifs qui s'étaient fixés au départ. Et dans le top 3 des raisons des échecs, on trouve du coup le manque de définition, de clarté et d'alignement des équipes autour de l'objectif qu'il y a à atteindre et autour des enjeux de départ. On retrouve également donc, le manque d'implication des utilisateurs finaux dès le départ des projets. Donc c'est vrai que l'agilité a apporté quand même voilà, certaines avancées où on va voir les utilisateurs, mais un peu trop tard. Et il faudrait justement les voir davantage en amont. Et on retrouve aussi le fait que les équipes projets fassent des hypothèses risquées car non testées sur le terrain. Et ces hypothèses, elles peuvent concerner donc, trois principales choses. La première chose, c'est la problématique de fond. Donc souvent, on identifie uniquement les symptômes et pas le problème de fond. Et on ne se pose pas forcément la question de est-ce que cette problématique elle est suffisamment importante aussi pour les utilisateurs pour apporter le changement et déclencher aussi l'adoption du nouveau produit. La deuxième chose aussi, c'est des hypothèses qui sont faites à propos des utilisateurs finaux aussi. Mais comme on ne les implique pas vraiment au départ du projet, on manque de connaissances aussi sur les profils des utilisateurs qui vont utiliser le produit au final. On connaît très peu aussi peut-être leur activité,
si on est notamment sur des applications métiers. On a aussi sur les outils aussi existants, donc ils utilisent, la façon dont ils les utilisent, peut-être les difficultés d'usage qu'ils ont. Donc c'est des choses qui restent assez floues. Et enfin, la troisième chose, ce sont des hypothèses qui concernent directement le produit, en termes de contenu, en termes de fonctionnalité. Chaque choix finalement de conception qui sont faits, même sur l'agencement des écrans, sur la structure, la façon d'organiser les éléments sur les écrans, le système de navigation aussi, sont autant d'hypothèses qui sont prises et qui ne sont pas testées directement sur le terrain ou pas suffisamment tôt. Et généralement, comme les besoins aussi utilisateurs sont flous, qu'on ne sait pas trop où on navigue au niveau des enjeux, on fait le choix, malheureusement, d'ajouter des fonctionnalités, des contenus qui ne sont pas forcément utiles. On rajoute de la complexité puisque on navigue un peu à vue. Et finalement, on se retrouve avec un produit qui est beaucoup plus coûteux que ce qu'il aurait dû coûter à l'origine, et il y a même parfois des clients qui se retrouvent avec des produits qui leur coûtent même plus cher que ce qu'ils leur rapportent, et c'est justement ces écueils-là qu'on essaie d'éviter avec la démarche de design, comme on va le voir. Donc ce schéma représente le coût de prise en compte des retours utilisateurs au niveau d'un cycle de développement. Et malgré donc, les avancées quand même de l'agilité au niveau itératif et les démonstrations qu'on va faire aux utilisateurs, on se situe quand même sur un coût entre 10 et 100 entre le développement, qualification, déploiement, puisque le produit à ce stade, quand on prend les retours utilisateurs à travers les démonstrations, le produit est déjà développé. On va voir ensemble que l'idée, c'est d'itérer à moindre coût sur des supports un peu moins coûteux avant que le produit soit développé avec la démarche de design et notamment des itérations au niveau des supports de type maquette notamment. Donc, les projets agiles, il faut garder en tête, et la façon en tout cas dont c'est appliqué sur les projets, on est surtout sur un process de delivery, où finalement, à partir d'un produit de backlog, on va avoir une équipe de développement qui va se mettre en marche pour développer petit à petit un produit tel qu'on a dit qu'on le livrerait au client. Et finalement, ce produit de backlog, la manière dont il est construit va beaucoup dépendre du product owner, donc du responsable produit, qui a finalement cette charge de définir à quoi va ressembler le produit et quelles fonctionnalités, quel contenu on va trouver à l'intérieur. Sauf que ce qu'on observe sur les projets, c'est souvent les product owners vont être un peu parachutés sur les projets sans forcément avoir la connaissance métier, encore moins la connaissance fine des utilisateurs finaux. En fonction de l'expérience et de l'expertise aussi du product owner, on ne va pas avoir forcément la même qualité au niveau de ce product backlog. Et ce qu'on remarque souvent, c'est que le product owner, comme il est dans un cycle qui est quand même très cadencé, il va manquer de temps, et le peu de temps qu'il a, il va surtout le dédier à la rédaction des user stories finalement, avec parfois un manque de méthodologie, pas toujours un accès aux utilisateurs finaux. Il va prendre des risques aussi en faisant des choix de conception sans avoir le temps d'aller les vérifier sur le terrain pour voir si les idées de solutions qu'il a sont adaptées finalement et répondent aux besoins utilisateurs. Et comme on n'a pas forcément de stratégie produit claire, c'est vrai qu'on observe des difficultés pour les product owners en fait, de faire des choix parmi ce qui est essentiel ou juste important ou secondaire, donc de prioriser les éléments du product backlog. Du coup, on a aussi, une fois qu'on rentre dans le cycle de développement, une équipe de développement qui se retrouve avec des user stories très textuelles, donc interprétables. On remarque aussi sur les projets des écarts qu'il peut y avoir entre ce qu'attendait le product owner et ce qu'ont développé
les développeurs et du coup voilà, avec des rattrapages à faire. Au niveau des maquettes, hein, quand on a des maquettes qui sont fournies par les product owners, pour ceux qui en font, ce sont souvent des interfaces assez perfectibles parce que ça demande aussi un niveau d'expertise hein, en design, en ergonomie des interfaces. Et on en parlait du coup ce matin pendant la keynote, hein, finalement une équipe peu impliquée, puisque comme il n'y a pas d'objectif clair et qu'on ne sait pas exactement pourquoi on fait les choses, et qu'on a voilà, le PO qui va rédiger sa user story, le développeur qui va devoir le développer, et qu'on n'a pas forcément d'objectifs clairs et partagés, du coup on a des développeurs qui se désengagent aussi du projet. Et enfin, comme on est sur un produit développé, déjà on a des retours hein, qui sont assez coûteux, et généralement, comme on a un risque soit de dérive planning ou en termes de budget, voilà, c'était pas forcément anticipé, on casse rarement des développements ou on remet généralement pas tout en question au dernier moment. Et surtout quand on parle de la fameuse valeur, et qu'on demande s'il y a des indicateurs qui sont suivis sur les projets, souvent on nous répond oui, c'est la vélocité, du coup, donc la capacité de l'équipe de développement à produire rapidement des fonctionnalités, mais on n'a pas de mesure de valeur au sens vraiment produit. Donc on va voir du coup en quoi la démarche de design en amont de la rédaction du produit backlog du coup va permettre voilà, d'éviter ces écueils-là. Merci. Donc si on parle un petit peu des apports du design, la finalité de ce type d'approche, c'est construire le bon produit. Donc déjà, on va commencer à définir ce qu'est le bon produit. Le bon produit, il faut garder en tête que quand une entreprise investit dans une application, derrière, c'est qu'elle a un objectif, elle a un retour sur investissement attendu. C'est pas juste pour faire plaisir à des utilisateurs. Donc déjà, il faut partir de ces enjeux un petit peu au niveau de l'organisation. Pourquoi est-ce qu'on met des sous sur la table? Comment est-ce qu'on va rentabiliser le produit? Et un autre élément important, c'est de se dire, c'est pas le produit qui va permettre à l'entreprise d'atteindre ces enjeux, c'est l'usage qu'en feront les utilisateurs. C'est eux qui génèrent la valeur au sein de l'organisation, avec le travail qu'ils font au quotidien, ou si ce sont des utilisateurs externes, avec l'achat qu'ils vont faire par exemple du produit. Donc il faut comprendre finalement comment est-ce qu'on va pouvoir aider les utilisateurs pour qu'ils adoptent le futur produit et qu'ils travaillent différemment dans le but d'atteindre les enjeux de l'organisation. Donc on parle vraiment de la finalité, c'est le changement des comportements utilisateurs qu'on veut générer dans le but d'atteindre les enjeux de l'organisation. Et ensuite, forcément, il faut qu'on imagine un produit qui soit réalisable et qui s'intègre dans le contexte SI de l'entreprise. Donc il y a cette part de faisabilité, voilà, est-ce qu'on est capable de mettre en œuvre ce type de solution. Et donc le bon produit est vraiment à l'intersection de ces trois domaines-là. Oui, j'ai juste une question sur la notion de client. Ouais. Est-ce que tu focalises sur des clients de l'organisation, au sens client final, ouais. Ou est-ce que le client peut être justement un client interne, ça peut être qui est l'utilisateur de la solution? Vraiment, la distinction, là, quand je parle client, c'est le commanditaire du produit. C'est celui qui paye pour le mettre en œuvre. Donc souvent, ça peut être un département métier, par exemple, ou dans une organisation. Là, on est vraiment sur la personne qui va utiliser le produit à la fin, qu'elle soit employée ou client, finalement, de l'entreprise. Donc, utilisateur externe. Et donc, l'approche de design de produit va justement aider à faire collaborer les sachants de ces différents domaines, donc les représentants du métier, les représentants des utilisateurs et les représentants des équipes techniques pour que collaborativement, on réfléchisse à quel serait le produit qui répond à tout ça. Donc ce schéma il est intéressant, hein, ça synthétise un petit peu ce que j'ai dit, mais il faut toujours garder en tête que la finalité, ce n'est pas de faire un produit. La finalité, c'est de délivrer de la valeur à des utilisateurs dans le but de capter de la valeur pour l'organisation. Le produit n'est qu'un moyen d'atteindre ça. Qu'on fasse une application mobile, un portail desktop ou qu'on utilise de l'IA, peu importe, on n'a pas à présupposer quelle sera la solution au départ, on mettra celle qui nous permet de faire un petit peu ce chemin de valeur qu'on va identifier dès le départ. Et donc, faire de l'approche de design de produit et notamment de la stratégie produit, c'est définir dès le départ quelle valeur on va délivrer aux utilisateurs et quelle valeur on va capturer au niveau de l'organisation. Et ensuite, on parlera solution. Donc ça, c'est notre approche au sein du Sense Design Studio de chez Sopra Steria. Elle est assez classique par rapport à des approches de design, mais vraiment, il y a un focus qui est bien spécifique sur la partie définir, où on a rajouté cette composante de stratégie produit, qui n'est pas forcément, on va dire, le mandat des designers, mais qu'on a observé sur les nombreux projets qu'on a fait. En gros, elle était absente. Personne ne la faisait, donc nous, on l'a intégrée dans notre méthodologie pour s'assurer que tous les acteurs autour de la table travaillent sur la stratégie produit. Donc c'est quoi ces grandes étapes?
On démarre par l'utilisateur, c'est l'exploration, c'est comprendre pour qui on fait le produit, quels sont leurs besoins et quelles sont leurs difficultés aujourd'hui pour réaliser leur activité, si ce sont des employés, ou pour répondre à leurs besoins, si ce sont des utilisateurs externes. Une fois qu'on a compris qui est l'utilisateur et ce qu'il attendait, on va sur l'étape définir, retravailler avec le métier finalement par rapport à ces enjeux pour essayer de déterminer comment est-ce qu'on va aider l'utilisateur de manière à contribuer à ces enjeux métiers. Donc c'est là où on parle de stratégie, on va faire des choix finalement sur là où on va aider les utilisateurs, quelle population et lesquels on va aussi laisser de côté stratégiquement parce qu'ils ne répondent pas à vos enjeux organisationnels. Et on va sortir de cette étape-là avec des métriques de succès qui nous permettront de mesurer que chaque fois qu'on livre quelque chose, on a bien délivré la fameuse valeur aux utilisateurs et aussi à l'entreprise. Et on ira aussi un périmètre fonctionnel qui va être identifié à ce stade-là, qui sont finalement les premières pistes de solutions qu'on va explorer. On va les explorer dans l'étape d'après qui est la conception, où on va rentrer dans le détail de la solution pour regarder comment est-ce qu'elle fonctionnerait et à quoi est-ce qu'elle ressemblerait. Donc Aurélie disait, on aura des supports plus légers que du développement, on sera sur des maquettes ou des prototypes, et à ce stade-là, le but ce sera de revenir vers les utilisateurs pour évaluer est-ce qu'ils comprennent les solutions, est-ce qu'ils arrivent à les utiliser et est-ce qu'elles ont généré la valeur attendue. Et une fois qu'on aura sécurisé ça, ça pourra partir en développement. Donc ça alimentera le fameux backlog agile pour les équipes de delivery. Il y a une 5e étape qu'on a rajoutée assez récemment, qui est vraiment l'accompagnement au moment du développement sur le produit pour plusieurs choses. Déjà pour vérifier que ce qui a été développé est conforme à ce qui avait été imaginé au départ, mais aussi surtout parce qu'au moment de l'usage prolongé du produit par les utilisateurs, on a des métriques de valeur qui sont beaucoup plus précises, consolidées, et ça nous permet de voir si on a bien progressé dans la bonne direction ou s'il faut adapter le plan initial. Donc, je vais rentrer un petit peu dans le détail des étapes. La vraie force de la phase explorée, c'est que plus on comprend pour qui on fait le produit et comment est-ce qu'il travaille aujourd'hui ou quels sont ses besoins, plus on va gagner du temps sur la suite. On sera tous alignés sur qu'est-ce qu'on essaie d'accomplir et souvent les solutions sont évidentes une fois qu'on a bien compris la problématique. Donc on passe du temps avec les utilisateurs, on a différentes techniques, on va aller les interviewer, on peut faire des questionnaires, des observations, on peut discuter avec le support, il y a de l'analytics qui peut aussi donner des statistiques sur comment utiliser le produit actuellement. On va compiler tout ça et on va faire des livrables assez classiques dans l'approche de design, ce qu'on appelle des personas, qui finalement synthétisent des populations d'utilisateurs en mettant en avant leurs principaux besoins, comportements et surtout leurs difficultés. Donc ça a pour but déjà qu'on ait tous un même niveau de connaissance de pour qui on fait le produit et surtout de réhumaniser un petit peu tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, l'utilisateur, c'est un peu un concept abstrait. Souvent, c'est un rôle métier sur une application et on ne connaît pas sa réalité et ses vraies difficultés. Donc là, au lieu de se demander si telle fonctionnalité, ce serait pas cool de l'avoir dans le produit, on va vraiment se dire, est-ce que Virginie, elle en a besoin? Est-ce que ça va lever une frustration qu'elle a au quotidien? Donc voilà, on recentre déjà les décisions sur l'utilisateur final. Le deuxième livrable, c'est ce qu'on appelle la User Experience Map. C'est une carte qui cartographie la réalité opérationnelle de vos utilisateurs aujourd'hui. On pourrait confondre ça avec un process métier, parce que souvent on va retrouver les mêmes étapes qu'on a dans un process, sauf que le process c'est la théorie, c'est ce qu'on attend que les gens fassent, là c'est la réalité. Et peut-être que les étapes ne vont pas être les mêmes, peut-être que dans chacune des étapes du process envisagé, on va se rendre compte que les gens ont un petit peu des solutions alternatives parce que le process tel qu'il a été imaginé, il n'est pas du tout opérationnel. Mais c'est là où en tout cas on va capturer tout ça, donc on va retrouver les grandes étapes par lesquelles ils passent, on va retrouver les éléments avec lesquels ils interagissent, que ce soit des produits ou des gens, on va retrouver les actions qu'ils font réellement de manière opérationnelle, on est à un niveau de détail où si vous lisez ça, demain vous pouvez refaire l'activité de l'utilisateur. On a des éléments de contexte, parce qu'un utilisateur, par exemple, vous prenez un gestionnaire de dossier qui traite un dossier par jour ou 50, les solutions ne seront pas les mêmes derrière à lui proposer. Donc c'est important d'avoir ces éléments de contexte. Est-ce que mon dossier, je le traite en 1 heure, ou est-ce que ça me prend la semaine et j'y reviens tous les jours dessus? Ben forcément, les solutions ne seront pas les mêmes derrière qu'on va lui proposer aussi, pour retrouver facilement son dossier. On a aussi les réflexions ou les pensées que peut avoir un utilisateur au moment où il réalise ses activités. Toute question que se pose un utilisateur, ça peut être une opportunité pour l'équipe projet d'amener déjà l'information avant même qu'il se pose la question. Je vous donne un exemple concret pour Orange. On avait travaillé sur un portail pour les techniciens qui faisaient les tournées pour réparer les box chez les utilisateurs, enfin chez les clients. En fait, quand ils lançaient leur portail du technicien, ils regardaient les interventions de la journée, ils allaient dans chacune des interventions, ils naviguaient au travers d'une dizaine d'écrans pour déterminer le matériel dont ils auraient besoin pour la journée, puis ensuite ils passaient au local technique récupérer le matériel. Donc là, dans les réflexions, c'est de quel matériel est-ce que j'ai besoin aujourd'hui? C'est la question que se pose le technicien. Et quand l'équipe projet a su qu'il se posait cette question, dans l'évolution de son application,
on lui a mis l'agenda et la liste du matériel à prendre. Et donc, il gagnait 20 minutes par jour multiplié par 40 000 techniciens. Donc, c'est ce niveau de détail qui est vraiment important pour trouver vraiment des idées de solutions qui vont vraiment générer de la valeur derrière. Et après, on a les réactions, qu'elles soient positives ou négatives. C'est là où vous allez retrouver les frustrations, notamment les difficultés, les obstacles rencontrés par l'utilisateur. Chaque difficulté identifiée là, c'est une victoire pour l'équipe projet. Ça veut dire que dès le départ, on sait qu'on va pouvoir lui simplifier la vie et donc favoriser l'adoption du futur produit. On a eu des projets où dès les phases d'interview, les utilisateurs nous ont dit « si vous me réglez ce problème-là, le métier peut nous demander ce qu'ils veulent à côté, on le fera parce qu'on gagne déjà 2 heures par jour. » Donc c'est ça qu'on va chercher dès les phases d'interview. Donc une fois qu'on a fait ça, voilà, c'est pour montrer qu'on a des opportunités identifiées. Une fois qu'on a fait ça, donc comme je disais, on arrive à la deuxième étape définir, on va réfléchir autour de la stratégie produit. Donc on repart des objectifs business. Pourquoi est-ce que vous mettez des sous dans l'application? Quel est le retour sur investissement? Est-ce que c'est un gain de productivité? Est-ce que c'est réduire des coûts de formation? Est-ce que c'est du réglementaire par exemple? Mais voilà, quel est votre objectif initial? Et on va commencer à déterminer ce qu'on appelle une vision produit. Quelle va être la raison d'être du produit? En quoi ça va changer de manière positive le quotidien de l'utilisateur tout en répondant à votre enjeu. Et donc pour faire ça, on a une activité qui s'appelle le Product Vision Board, qui est un outil du marché qu'on n'a pas inventé, mais qu'on a intégré dans notre approche, où on va déjà se mettre d'accord sur, ben voilà, vos objectifs business, c'est ça, vous voulez améliorer la satisfaction de vos utilisateurs, vous voulez réduire les coûts liés à cette activité-là. Okay. La vision produit qui va être formulée d'un point de vue apport utilisateur, je veux aider les clients des services IT à obtenir simplement les bons services dans les temps. C'est la raison d'être, la finalité ultime du produit, finalement, d'un point de vue utilisateur. Et là, on va détailler un peu plus déjà à ce stade-là, même si on ne rentre pas dans un détail trop micro, qui sont les populations qu'on va adresser, quels sont les principaux besoins auxquels on va répondre, et à ce stade-là, c'est quoi la grande direction qu'on va prendre au niveau de la solution? Est-ce qu'on a une application mobile plutôt en tête? Est-ce qu'on est plutôt sur une application desktop? C'est quoi les éléments différenciants de la future solution par rapport à ce qu'ils ont déjà? Voilà, dans les grandes lignes, déjà, on pose un petit peu le contour de ce que sera le futur produit. Et donc, quand on est aligné là-dessus, donc c'est intéressant, mais la vision, on voit bien qu'elle est très qualitative. Comment est-ce qu'on sait qu'on progresse finalement à chaque fois qu'on livre des choses vers cette vision-là? Et donc, pour ça, on va avoir une autre activité qui s'appelle la North Star métrique, qui va nous permettre de définir une métrique clé au niveau du produit qui représente notre vision, qui nous permet de dire, chaque fois que je livre quelque chose, j'ai avancé vers ma vision. Donc cette North Star métrique, ben, si on reprend l'exemple ici, j'avais un enjeu de satisfaction et de réduction des coûts, j'avais une vision qui était d'aider les clients du catalogue à obtenir simplement les bons services dans les temps, je vais avoir une métrique qui est le pourcentage de demandes correctement délivrées dans les temps. Donc je vais suivre cet indicateur clé qui me permet de dire que chaque fois qu'il avance, ben, je délivre la valeur attendue auprès des utilisateurs. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer cette North Star. Donc ces facteurs, en fait, on va les identifier soit en parcourant le parcours utilisateur, soit parce que ben, on sait par exemple que quand on veut délivrer une demande, il peut y avoir le fait que déjà le demandeur arrive à faire sa demande et puis que la personne qui traite arrive à la traiter. Tout ça peut influencer notre North Star. Donc c'est là où on va retrouver des métriques un petit peu complémentaires, voilà, qui contribuent finalement à cette North Star et qu'on va pouvoir adresser ensuite de manière séquentielle par exemple ou en parallèle, voire même avec des équipes différentes. Peut-être que je vais mettre une équipe qui va travailler plutôt sur le côté demandeur et une plutôt sur le côté des gens qui traitent les demandes. Vous voyez, je veux que tu optimises le délai de traitement et toi je veux que tu optimises plutôt le fait que le demandeur y arrive simplement et rapidement. Et donc c'est là où on arrive sur la dernière étape. On prend chacun des sous-objectifs de la North Star et on va réaliser ce qu'on appelle une impact map. Donc l'impact map, ça consiste en quoi? Ça consiste à dire, bon ben, on veut optimiser le temps, par exemple, pour saisir une demande rapidement. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les gens perdent du temps et n'y arrivent pas? Et donc on va revenir sur les recherches utilisateurs qu'on a fait, nos personas, nos XMAP, on va analyser le parcours en lien avec cet objectif et on va s'imaginer les changements qu'on voudrait observer demain auprès de ces utilisateurs-là. Voilà. Qu'est-ce qui fait que demain, par exemple, il n'arrive pas à remplir le formulaire, peut-être qu'il n'arrive pas à comprendre les questions qu'on lui pose dans le formulaire, donc demain, on veut qu'il comprenne simplement l'ensemble des questions demandées. C'est le changement qu'on veut amener, et on parle du changement avant de parler de la solution. Maintenant qu'on a identifié le changement, on se demandera quelle solution on peut amener nous, pour qu'il identifie ou qu'il comprenne simplement l'ensemble des informations demandées. Donc une impact map, ça ressemble à quoi? Comme je disais, on repart d'un des objectifs de la North Star, on se dit quels sont les acteurs qui peuvent contribuer à cet objectif-là? Par exemple, ici, le demandeur. Pour l'objectif, sur le pourcentage de demandes créées sur le mauvais formulaire, finalement, on veut le réduire.
Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il crée sur le mauvais formulaire? Ben, parce qu'il n'est pas sûr que ce soit le bon formulaire quand il est dessus, parce que il a fait une demande sur un formulaire qui, par exemple, était hors service alors qu'il ne le savait pas. Donc, demain, on veut qu'il y ait ces changements-là dans leur façon d'opérer. Donc, par exemple, déterminer avec confiance si une requête répond à mon besoin. Et pour faire ça, quelles sont les solutions que je pourrais envisager? Et donc, je brainstorm sur des solutions. Par exemple, une page de demande avec une description qui est claire et structurée, ce qui n'était pas le cas dans l'application existante, par exemple. Donc, on brainstorm des solutions, mais on ne dit pas on va tout faire. À ce stade-là, on ouvre les chakras et on va prioriser. Et donc, pour prioriser, on aime bien nous revenir sur les 3 cercles qu'on a vus tout à l'heure. D'un point de vue business, donc la viabilité, est-ce que cette solution-là, elle contribue fortement à ton enjeu de satisfaction utilisateur ou de réduction des coûts? D'un point de vue désirabilité, est-ce que ça répond à un besoin utilisateur ou ça lève une frustration qu'il a aujourd'hui? Et d'un point de vue faisabilité, est-ce que c'est plutôt complexe ou simple à mettre en avant? Et donc si c'est viable, désirable et simplement réalisable, ben, c'est un bon candidat pour démarrer. On peut très bien se dire on va démarrer par ça, on le met en place et on mesure finalement est-ce qu'on a bien progressé. Okay. Donc ça, c'est une slide qui synthétise finalement, une fois qu'on a fait la priorisation, ben, on repart sur la vision avec la North Star qu'on avait définie, les objectifs business. On a les sous-objectifs de la North Star, pour lesquels on a des impacts, pour lesquels on avait sélectionné des solutions, finalement. Donc en une slide, ça vous synthétise qu'est-ce qu'on va construire, qu'est-ce que ça va changer auprès des utilisateurs, et à quel objectif ça va contribuer. Et aujourd'hui, ce lien, en fait, on ne l'a pas forcément dans les backlogs aujourd'hui. On a plutôt des solutions, et on ne sait pas trop à quoi on contribue directement. Donc on voit qu'on a des métriques au niveau business, on voit qu'on a des métriques de valeur au niveau de la North Star et des facteurs qu'on a là, et on peut aussi se dire, il y a certains changements de comportement, donc certains impacts qui sont clés pour la réussite du produit. Donc sur cela, est-ce qu'on ne mettrait pas une métrique aussi pour vérifier que dès qu'on livre cette solution, on a bien mené ce changement-là? Donc c'est des choses qu'on peut faire. Si je mets un exemple, ensuite, alors ça, si je peux vous montrer cette slide, qu'on revoit tous les éléments de la stratégie produit qui sont finalement synthétisés dans cette slide-là. Et donc, on formalise un tableau d'indicateurs de succès à la fin, on reprend notre North Star, nos objectifs business qu'on a vu tout à l'heure, les sous-objectifs de la North Star, et sur certains impacts qui sont clés, on va se poser la question comment on mesure qu'on a amené ce changement. Par exemple, si on voulait réduire le pourcentage, enfin on voulait qu'en tout cas ils saisissent le formulaire sans faire d'erreur, on pourrait ajouter un pourcentage de demande avec des erreurs à la saisie, et on veut le réduire à 0 finalement. Donc on redéfinit les règles de qu'est-ce qui nous permettra de dire qu'on a réussi dès le départ, et une fois qu'on maintenant on creusera la solution et qu'on la livrera, le but ça va être de voir est-ce que les indicateurs sont ouverts, et si ce n'est pas le cas, il faut trouver d'autres idées. On pilote vraiment par la valeur finalement, parce qu'on va apporter en termes de changement, et non plus par des solutions qu'on a un peu gravées dans le marbre dès le départ. Donc une fois qu'on a fait ça, plus classiquement, on va rentrer dans la phase concevoir, où on va se dire, bon, mais maintenant ces contenus et fonctionnalités qu'on a identifiés, qu'on a mis dans notre priorisation, comment ils vont s'articuler au niveau du futur produit et à quoi est-ce qu'ils vont ressembler. Donc on peut avoir ce qu'on appelle des plans de site qui permet un petit peu de catégoriser les contenus et fonctionnalités et de décrire l'architecture un peu logique de l'application. Donc ça c'est assez statique. On a aussi ce qu'on appelle les user flows qui sont un peu plus dynamiques. C'est montrer comment l'utilisateur va naviguer dans le futur produit. Par exemple ici, pour faire une recherche pour créer une demande, il va démarrer de la home page, il va lancer telle action, ça va l'amener à tel endroit, puis il va faire telle action. Donc on pose déjà un peu la logique de parcours et on voit si on est sur des choses qui sont simples ou inutilement complexes. Et donc on travaille et on améliore ça. Et quand on est content des parcours qu'on propose, on va zoomer finalement dans les différentes boîtes au travers de maquettes qu'on va réaliser, qui peuvent avoir différents niveaux de fidélité. Là on est sur ce qu'on appelle du wireframe, en gros on est sur du noir et blanc, parce qu'on n'est pas encore à se poser la question du visuel définitif. On veut savoir si on a bien mis les bonnes informations au bon endroit, si les gens comprennent un petit peu où cliquer, comment naviguer dans les écrans. Et une fois qu'on a consolidé ça, on peut rajouter la couche graphique définitive pour voir si le visuel renforce la compréhension du produit et sa facilité d'utilisation, par exemple. Et donc là, on n'est pas sur un produit développé, on utilise des outils comme Figma qui permettent de faire rapidement des maquettes. À nouveau, une fois que tout le monde est d'accord sur qu'est-ce qu'on essaie d'accomplir et le type de solution qu'on veut réaliser, pour un designer, c'est rapide de produire ce type d'éléments. C'est quand il y a des incertitudes et que c'est très subjectif, que tout le monde va donner son avis, que là, on perd beaucoup de temps à faire des allers-retours. Donc la dernière étape, comme on disait, c'est évaluer. Donc on a fait des hypothèses de solutions avec ce qu'on savait des utilisateurs et du business, mais il faut vérifier auprès des utilisateurs est-ce qu'ils arrivent à l'utiliser et est-ce que ça génère la valeur attendue. Donc pour faire ça, on a une première activité qui est ce qu'on appelle les tests utilisateurs. Donc on va leur donner des scénarios à jouer
qui sont représentatifs de leur activité métier, hein, en fait. Par exemple, vous devez faire une nouvelle demande dans le catalogue pour obtenir un téléphone, comment procéderiez-vous? Et on va les observer, manipuler le prototype et on va voir qu'est-ce qui fonctionne ou alors les problèmes qu'ils rencontrent dans le but d'améliorer petit à petit le prototype. Et on va aussi déjà à ce stade-là évaluer la perception de la valeur. On avait rédigé des impacts tout à l'heure qui sont les changements qu'on voulait amener. Par exemple, on disait, on en avait un qui était « Le nouveau portail me permet de déterminer en toute confiance quelle demande est relative à mon besoin ». C'est un des changements qu'on voulait amener. On va lui demander de 1 à 5, est-ce qu'il n'est pas du tout d'accord ou tout à fait d'accord? Et donc s'il est tout à fait d'accord et qu'il a réussi à faire le scénario, ben, le produit est utilisable et en plus la valeur elle est perçue. Donc on l'a sécurisé, ça peut partir en développement. C'est bon, c'est toi? C'est moi. Mais, hop. Du coup, troisième et dernière partie. Donc en fait, ça montre en quoi la combinaison finalement du design et de l'agilité permet de créer un produit, on va dire, gagnant, au sens d'apporter de la valeur et aux utilisateurs finaux et aux clients, et finalement de construire efficacement aussi le bon produit. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, c'est exactement ce qu'a présenté Christophe avec l'enchaînement des différentes activités de design sur la phase d'exploration, de définition de la vision produit, la définition aussi des indicateurs de succès, la conception des user flow du prototype, la réalisation des tests utilisateurs. Si ça fonctionne, tant mieux, et ça peut rentrer dans le backlog. Si ça ne fonctionne pas pendant le test, c'est des solutions qu'il va falloir retravailler. Et du coup, la réalisation en mode agile du backlog qui a été construit de manière éclairée, on va dire, avec des choix argumentés par rapport à tous les éléments qu'on a pu capter. Donc, quel progrès finalement avons-nous réalisé vers notre vision? Donc ça, c'est la question effectivement qu'il faut se poser. Donc on est vraiment sur le pan accompagnement aussi de l'équipe et ce que le product owner devrait suivre aussi. Ainsi que l'équipe, c'est finalement la mesure des indicateurs. Et cette mesure-là, elle peut être faite à travers différentes solutions. Donc soit on peut câbler des outils d'analytics directement sur le produit pour récupérer justement des indicateurs. Ça peut être des requêtes aussi en base de données, d'où l'intérêt d'impliquer le tech lead aussi au démarrage, quand on parle solution, pour savoir aussi ce qui va devoir être mis en place pour récupérer les indicateurs à un moment donné. Ça peut être aussi via des questionnaires auprès des utilisateurs finaux, notamment quand on est sur des notions de satisfaction, d'expérience, de perception, et des rapports métiers aussi qui peuvent être générés automatiquement par des outils, notamment Business Object. Et donc ça va venir alimenter donc les indicateurs qui ont été posés à l'étape de définition, et on va regarder par rapport à la valeur cible qu'on avait posée, est-ce que l'objectif il est atteint, et si oui, est-ce qu'on veut aller plus loin, est-ce qu'il y a des progrès qui ont été observés mais l'objectif n'est pas tout à fait atteint, est-ce qu'on s'arrête là, est-ce qu'on passe à un autre objectif, ou au contraire on voit qu'il n'y a aucun progrès, auquel cas il faut peut-être pivoter et faire d'autres choix en termes de solutions. Donc l'idée c'est vraiment d'adapter le plan en fonction des objectifs. Donc tout à l'heure on avait vu notre product owner avec les différentes difficultés rencontrées sur le projet. Là finalement la démarche de design va apporter une méthodologie structurée pour faire justement collaborer, rappelez-vous des 3 cercles présentés par Christophe, collaborer donc le product owner qui va porter la vision business côté client, le designer qui va porter la vision côté utilisateur final, et le tech lead vraiment pour les aspects plus techniques. Et finalement ça permet de faire rencontrer des perspectives multiples de 3 experts bien identifiés vis-à-vis donc de la problématique de départ. Et donc, grâce à la stratégie clairement posée au niveau de la stratégie produit, ça permet aussi de bien prioriser de manière informée le product backlog, de valider les hypothèses à travers les tests utilisateurs, et on sait ce qui fonctionne, on sait au contraire ce qui ne fonctionne pas et qu'il va falloir retravailler. On a des prototypes explicites et des interfaces de qualité professionnelle, dans le sens où le designer il a cette expertise-là d'ergonomie, de design au niveau des IHM, et on a moins de problèmes d'interprétation, on va dire, de la part des développeurs quand il y a un visuel qui accompagne les user stories. Donc on évite aussi certains allers-retours au sein de l'équipe, et on est vraiment sur une équipe en mission qui œuvre vers un objectif
commun et donc, in fine, donc, une réduction des retours, une meilleure satisfaction client et utilisateur final et une vraie mesure de valeur en dehors de la vélocité, mais vraiment de la valeur produit. Ça c'était juste voilà, pour dire que le design, au-delà de ça, permet aussi de répondre à des enjeux forts qu'on retrouve de plus en plus aujourd'hui au sein des entreprises, notamment le numérique durable avec l'éco-conception, l'accessibilité, puisque la démarche, on va dire le fait de ne pas développer des choses inutiles, difficiles à maintenir, etc., œuvre pour l'éco-conception, et puis l'accessibilité, on a une expertise aussi là-dessus en termes de notion d'inclusivité. Et voilà, juste pour information, le RGESN, donc référentiel général d'éco-conception, inclut une partie stratégie sur laquelle on intervient et la partie UX/UI également en termes de design. Et enfin, donc, les études ont montré, voilà, parce que c'est pas que des paroles, hein, les études ont montré que les entreprises qui investissent dans le design, finalement, pour $1 investi dans cette démarche-là, génère finalement $100 en termes de retour sur investissement, voilà, puisque ça permet de poser des objectifs concrets et d'œuvrer vers cet objectif. Le mot de la fin, tomber amoureux du problème et pas de la solution. Voilà, et se dire finalement qu'est-ce qu'on essaie de faire. Une équipe produit du coup et non une équipe projet doit œuvrer pour résoudre le problème d'un client ou d'utilisateur et non pas juste de livrer un produit. Et encore une fois, le produit n'est qu'un moyen. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui avec l'IA, parce que Oui. vous en entendez beaucoup parler d'IA, ça reste une solution. Quelle est la problématique auquel ça répond? Donc, oui. J'avais une question plus comment aider à faire émerger une vision produit dans une organisation justement où cette notion de produit est floue, où on confond avec la notion d'application ou de process métier. Donc, qu'est-ce qui permet d'accompagner l'organisation à bien définir la notion de produit de telle sorte qu'on puisse avoir ce type de démarche infinie. C'est souvent la question du pourquoi qui va permettre un peu de creuser qu'est-ce qui se cache derrière et surtout qu'est-ce qu'on attend in fine en termes de changement dans l'organisation ou en termes de comportement utilisateur pour essayer d'atteindre justement la racine de la problématique. C'est en quoi le produit, si on le met en place demain, en quoi ça va changer finalement les façons de faire des utilisateurs finaux et pour quel objectif. Mais du coup, si on a un environnement dans lequel on a produit entre guillemets, mais qui est utilisé pour différents besoins et par différents utilisateurs finaux, là on a l'impression d'être face à un nœud complexe et que si on veut faire un focus sur un sujet, pourquoi délaisser les autres? Enfin voilà, ça soulève tout un tas de questions. Après, de toute façon, tout ça déjà en faisant un produit on board, ça te permet de mettre à plat. Okay. Aujourd'hui, ton produit, il adresse qui, quel besoin. Et après, il y aura des questions sur est-ce que ce sont vraiment des besoins qui sont liés entre eux? Est-ce qu'il n'y a pas finalement une indépendance, tu vois, que des sujets que tu pourrais traiter de manière plus petite et séparément? Et auquel cas, peut-être ton produit, là, tout sens à être éclaté pour limiter cette complexité et les impacts, tu vois, de dépendance. Et déjà, en posant le produit on board, ça amène le sujet sur la table, tu vois, ça rend visible finalement tous les gens que vous adressez qui ne sont peut-être pas liés dans ce produit-là. Tu peux remonter ce que c'est, là, le produit on board, c'est le premier qu'on avait, qui est un exercice assez finalement simple à réaliser dans un premier temps, surtout quand tu as déjà un existant en fait. Parce que tu poses des questions que tu n'as peut-être pas déjà posées, tu vois, mais finalement, quelle est la raison d'être de ton futur produit, à quoi il contribue d'un point de vue business, et après c'est là, tu vois. Finalement, si tu vois que tu as plein de populations et plein de besoins qui sont finalement variés et pas forcément connectés entre eux, est-ce que tu ne ferais pas un produit on board par population avec ses besoins à elle pour splitter ton produit à terme? D'accord. Oui, ça permet de décider aussi est-ce que ce produit doit bien répondre aux besoins de telle population quand c'est varié et parfois la réponse est... On a beaucoup parlé de design, d'agilité, comment mettre en place de bons produits pour l'utilisateur, comment livrer de la valeur, en récupérer. On a parlé aussi du product owner sur lequel
le backlog repose entièrement pour que ça puisse fonctionner. Quand on parle d'agilité à l'échelle, il y a des rôles de product management. Je trouve qu'on n'a pas suffisamment abordé là quel serait son rôle pour fluidifier tout ça et s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue et de gestion optimale du produit, en partant de la vision, bien sûr. En fait, je pense que pour moi, alors je ne suis pas expert agilité, donc c'est pour ça que je lance le sujet, mais je pense qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des PO, il faudrait qu'il y ait des PM déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le PO, l'observation qu'on fait, c'est qu'il prend plutôt un besoin qui arrive du business et il le retranscrit, pour en faire une application. S'il y avait vraiment des PM à la place des PO, ils auraient, on va dire, l'autonomie, de faire des choix déjà et de donner les directions sur quel objectif on va tacler au niveau de l'organisation, quelle population on va vouloir adresser et quels besoins on va vouloir couvrir dans ces populations-là. Moi aujourd'hui, ça fait 16 ans que je bosse sur des sujets et il y a de l'agilité la plupart du temps. J'ai jamais vu un PM, quand je suis arrivé, qui m'a dit c'est ça la vision de notre produit, c'est ça les enjeux auxquels on va contribuer et c'est pour ça qu'on va adresser ces populations-là qu'on connaît parfaitement. Ça, c'est jamais arrivé. Donc, je pense que le débat, pour moi, c'est pas est-ce que c'est PO, PM ou autre, c'est en tout cas le garant du business sur un produit. Donc, ce que tu l'appelles PO ou PM selon le titre qu'il y a dans les organisations, il faut que ce soit quelqu'un qui ait cette latitude-là, et cette connaissance en tout cas des enjeux de l'organisation. Et aujourd'hui, en tout cas, moi je l'ai observé, c'est pas le cas. Malheureusement. Peut-être juste pour la dernière question, après on pourra peut-être libérer les autres personnes pour la pause. Et enfin, ceux qui souhaitent pourront rester prochains. Je trouve votre remarque intéressante et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le schéma, vous avez mis votre PO qui est borgne. Borgne. Ouais. Et moi, je trouve qu'en effet, l'UX, j'aime bien votre présentation et les éléments, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses qui devraient basculer chez le PO? Parce qu'à mon sens, le PO n'est pas là pour aider les US. Il doit passer 50% de son temps, finalement, avec ses utilisateurs et sa découverte de produits. Je ne sais pas ce que vous partagez cette vision, mais je trouvais assez marrant aussi de le mettre borne, parce que vous aviez un super-héros Avenger pour l'UX. Alors, déjà, je vais t'expliquer pourquoi l'Avenger, parce que pour nous, le PO ou PM, peu importe, c'est le pilote. C'est lui qui pilote son produit. C'est-à-dire que c'est lui qui commande. C'est Nick Fury, dans les Avengers, c'est un peu le cerveau, quoi. C'est lui qui doit donner les directions stratégiques et dire voilà ce qu'on va faire, T'as le tech lead, bon, c'est un peu technologique, on va dire, il a l'armure, et le designer, Captain America, lui, il est près du peuple, entre guillemets, quoi. Donc c'est lui qui va peut-être amener la voix de l'utilisateur. Après, qui fait quoi? C'est une super question que tu poses, parce que tout dépend de comment les compétences des gens, on va dire, au niveau de ton équipe, comment ils sont organisés et la volonté de chacun. Nous, ce qu'on dit, c'est pas le designer, il faut qu'il porte la stratégie. Nous, on dit, aujourd'hui, on constate que c'est pas fait, donc on l'a rajouté dans notre méthodologie, mais le garant de la stratégie, c'est lui, Donc nous, on amène juste de la facilitation et de la méthode pour l'aider, lui, à mieux amener ces éléments-là, les définir et les partager avec l'équipe. Mais en aucun cas, nous, on est garant de la stratégie du produit, surtout quand on est prestataire, qu'on va chez un client. C'est pas à nous de dire au client tu vas travailler sur ces enjeux-là. Par contre, aujourd'hui, tu ne les as pas définis clairement. Nous, on a une méthode pour t'aider à les formaliser, pour les challenger, et on peut travailler avec toi pour que tu puisses après le communiquer aux équipes. Mais après, on est tout à fait d'accord, c'est le rôle du PO, PM en tout cas, de porter ça. Il y a d'autres questions, c'était bon pour vous, hein? N'hésitez pas, je vais manger des chocolatines là-bas.